d'abord, permettez-moi, dans un premier temps, de remercier Maroc Diplomatique en la personne de mon ami Si Hassan Alaoui et son président, et aussi Madame Souad Mkawi de m'avoir associée à cette conférence et de m'avoir aussi donné l'occasion et de Flore pour partager une petite expérience en tant qu'ex-ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, et aussi en tant qu'experte en développement durable ayant travaillé pendant 20 ans sur les territoires. Je voudrais saluer cette initiative, comme d'habitude. Maroc Diplomatique nous épate à chaque fois qu'elle organise des conférences pareilles parce que c'est des débats de haut niveau, c'est des débats qui apportent des éléments de réponse aux grandes problématiques qui sont d'actualité. Et c'est ma troisième, je pense, participation à ces débats. Je vous remercie énormément pour ça. Et j'avoue que je viens de rentrer d'une mission. J'étais sur la route, mais j'ai suivi toute la matinée, tous les débats, tout le dialogue, tous les échanges qui ont eu lieu pendant cette matinée. Et j'avoue que c'était riche et c'était très intéressant. Et pour l'instant, je ne sais pas quoi dire. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il est important de faire l'évaluation de l'expérience ou de la première phase de la régionalisation. Et ça a été évalué en long et en large. Et je pense que d'après les différentes interventions, que ce soit des ministres ou des intervenants qui ont eu lieu pendant le premier panel, on a mis le doigt sur plus ce qu'on a gagné à travers cette régionalisation, qui est un projet royal bien entendu, et les choses qui font que cette régionalisation n'arrive pas à être peut-être considérée comme une régionalisation mature. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de partager avec vous ma petite expérience, je voudrais peut-être rappeler la conjoncture actuelle que vous connaissez bien entendu. On est aujourd'hui dans une phase de transition après différents chocs. Un choc lié à la pandémie, un deuxième choc lié à la guerre Ukraine-Russie, un choc naturel d'ordre climatique, et puis une instabilité qui s'ensuit sur le plan aussi bien économique que social que environnemental. Donc, tout cela accompagné bien sûr d'une pression sociale et une conjoncture difficile à maîtriser, qui met à l'épreuve la cohésion sociale et teste surtout notre résilience et notre adaptation à ces changements. Donc les défis sont vraiment majeurs et les défis sont très importants. Une conjoncture qui nous interpelle aujourd'hui, en tant que décideurs, acteurs, privés ou publics, et aussi bien à l'échelle centrale que régionale et territoriale, d'apporter des éléments de réponse urgents et de passer de l'évaluation à l'action. On a besoin aujourd'hui de considérer cette transition comme un momentum qui devrait nous pousser à donner le mieux de nous, à lever les défis, et c'est de nouveaux défis en fait, dont on n'a pas eu l'occasion d'avoir auparavant. En effet, face à ces chocs, je rappelle qu'il y a aussi des réponses, à savoir le nouveau modèle de développement, à savoir la deuxième phase de la régionalisation avancée, qui est un projet royal qui apporte aussi une plateforme ou un espace ou un processus innovant permettant d'apporter les éléments de réponse pour que, in fine, on améliore le cadre de vie des citoyens. Il y a la finalité de l'Tchikam. Très bien.
Donc, face à ces chocs, les Nations Unies disent qu'une réponse aujourd'hui coordonnée à l'échelle mondiale permettrait ou permettra de renforcer la résilience de toutes les composantes, à savoir la composante humaine. Depuis ce matin, on parle et on avance qu'il y a une résilience territoriale, mais cette résilience territoriale, elle est liée à plusieurs types de résilience. Un, c'est la résilience humaine, la résilience logistique, la résilience socio-économique et surtout la résilience environnementale liée à la préservation des ressources, qui est notre seul gage de la sécurité alimentaire. Donc, aujourd'hui, cette coordination est de taille et elle est urgente. Selon les Nations Unies aussi, une réponse coordonnée et globale représente au moins 10% du PIB mondial. Donc, on est en train de parler de 10% du PIB qui pourrait être, bien sûr, implémenté à l'échelle des territoires pour que ce pourcentage puisse être récupéré. Ceci, bien entendu, nous oriente vers l'importance du rôle joué par les territoires aujourd'hui à travers la régionalisation avancée pour pouvoir maîtriser toutes ces crises et leurs impacts. Je dirais que le Maroc, bien entendu, a entrepris plusieurs réformes ayant pour ambition d'asseoir les bases d'un développement qui se veut nouveau et surtout un développement durable et inclusif. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Sila Alaoui et à mon ami Souad de me donner l'opportunité de faire le lien entre bien sûr, les enjeux de la territorialisation des programmes à travers la régionalisation avancée et comment on peut servir, comment ces enjeux ou ces actions peuvent servir l'agenda du développement durable. Bien entendu, toutes ces réformes qui ont été citées ce matin, dont les plus importants sont portés par Sidna Allah Yasro et Tasserso, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'arrêter sur peut-être un titre important qui a été peut-être présenté ce matin. Est-ce que tout cela est suffisant ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, la régionalisation joue pleinement son rôle en tant que dispositif permettant un petit peu d'asseoir la convergence, où il y a encore des disparités, la première phase territoriale, qui empêche ou là, qui cautionne un petit peu le développement dont nous aspirons nous tous et l'équité attendue à travers ce dispositif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la régionalisation avancée et d'après, bien sûr, le nouveau modèle de développement est considérée comme la porte d'entrée à toutes ces actions qui devraient être lancées à l'échelle des territoires pour justement répondre à ces contraintes de développement et surtout pour asseoir les résiliences dont on est en train de parler aujourd'hui. Alors, les différentes formes de disparité qu'on voit entre, bien sûr, différentes régions du Maroc, parce que quand on a plus de 70% des richesses sont localisées au niveau d'un axe et les autres régions souffrent encore des disparités, on est en train de dire que, bien sûr, ce modèle tel qu'il a été conçu à travers tous les programmes portés par les régions nécessite encore une révision. Maintenant, d'après, bien sûr, le tableau que je vous ai présenté, ce n'est pas un tableau qui est pessimiste, loin de là, mais c'est un tableau qui émane d'une réalité vécue sur le terrain. Quand j'étais en poste, bien entendu, j'ai demandé à mon équipe de me faire un peu, de me préparer un outil de cartographie entre tous les programmes qui ont été lancés jusqu'à maintenant à travers le conventionnement État-région et certains indicateurs de développement dont nous connaissons. Et j'ai vu que malgré les conventionnements qui ont été établis et les projets qui ont été accordés par l'État aux régions, ne répondaient pas forcément
aux attentes et aux besoins du développement tel que aspiré par les territoires. Et de là est venue l'idée d'aller chercher un petit peu dans la fragmentation de ces indicateurs pour voir quel est l'élément qu'on devrait redresser pour que l'impact de tous ces programmes de développement puisse être palpable par le citoyen, parce que, in fine, tout ça est fait pour que, comme j'ai dit, le citoyen puisse bénéficier des richesses du pays et d'avoir un cadre de vie qui est sain et décent. Et donc, tout cet exercice a été complété, Dieu merci, par peut-être la conjoncture avait des anomalies, mais il y avait aussi un côté qui nous a poussé pendant la crise à aller chercher des éléments de réponse urgents. Donc la visite qu'on a effectuée au niveau des régions pour définir un petit peu les priorités a démontré deux choses avec les régions. A démontré qu'on avait besoin de reprioriser les projets de développement, parce qu'on est en train de vivre une transition aujourd'hui qui nous pousse à aller plus loin dans la définition de nos besoins. Et quand on parle des besoins, c'est devenu les besoins les plus prioritaires et les besoins de première nécessité. Hormis la santé et l'éducation, il y avait aussi d'autres besoins qui se sont exprimés par les régions et les territoires eux-mêmes. Et ça nous a permis aussi d'aller dans la définition d'un nouveau modèle de contractualisation. Et donc, effectivement, autant que secteur qui gère un petit peu le territoire et qui est transversal, quel que soit l'engagement du secteur, il y aura toujours une complémentarité à asseoir avec les autres secteurs. Parce que quand on parle d'aménagement des territoires, ce n'est pas uniquement le ministère, c'est d'autres ministères. Et donc, son rôle était d'abord de mettre en place une planification qui répond aux objectifs de développement territorial, mais surtout de chercher les partenaires qui vont développer tout ça. Et c'est là où un nouveau outil de conventionnement, je dirais, beaucoup plus flexible, intégrant l'ensemble des acteurs, permettrait d'aboutir aux objectifs escomptés. Il y a un autre point important, hormis celui du conventionnement, c'est la définition des projets. Donc aujourd'hui, quand j'ai dit au départ que la convergence permettrait de gagner 10% du PIB, aujourd'hui, la fragmentation des programmes sectoriaux, là, des politiques sectorielles, cautionne, si j'ose dire, tout développement, notamment celui des territoires. Quand on descend pour évaluer un petit peu les projets de développement au niveau des territoires, on voit clairement qu'il y a même des fois des contradictions entre une action politique et l'autre. Donc, il y a aussi des fois une incomplémentarité entre une action politique qui normalement devait être un programme politique sectoriel et une autre. Donc, le matchage ou la convergence intersectorielle nécessite aussi la mise en place d'une nouvelle approche. Et je voudrais ouvrir ici la parenthèse pour partager avec vous une expérience que je viens de partager avec la région de Tanger-Tétouan-el-Husseima, entre hier et aujourd'hui. C'est comment asseoir la convergence à travers la mise en place d'un certain nombre de nexus. Quand on parle de développer le territoire et tout en préservant ses ressources et tout en apportant des réponses, bien sûr, aux citoyens, c'est dire comment mettre en place un mécanisme de nexus, entre les ressources, en eau, l'énergie, la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité. Ces nexus permettraient de nous projeter dans un nouveau système de gouvernance territoriale à petite échelle. Parce que la convergence aujourd'hui, telle qu'on la voit, elle est beaucoup plus maîtrisable et facile au niveau des régions et des territoires qu'à l'échelle centrale. Et je sais de quoi je parle. Donc aujourd'hui, en mettant en place ces nouveaux mécanismes, ça nous permettrait de gagner du temps et de sortir avec surtout des compromis.
parce que quand on parle de développer le territoire, c'est des compromis intersectoriels. Quand on arrive à définir le compromis de façon claire et transparente, le reste, c'est des outils. Avoir une compétence, des compétences, avoir des financements, etc. Tout ça, c'est des outils. On peut les avoir. Mais d'arriver à un objectif commun et collectif, partagé territorialement entre les décideurs et les citoyens, c'est là où il y a des efforts à faire. Et donc, de là, c'est aussi un point très important au niveau de la réussite de la régionalisation, c'est l'accès à l'information. Comment peut-on mettre en place des politiques claires, transparentes, qui apportent des éléments de réponse au profit du développement des territoires, et l'accès à l'information est difficile, l'information n'est pas maîtrisée, elle vient de plusieurs sources. L'institutionnalisation de l'accès à l'information devrait être un cheval de bataille avant de partir sur la mise en place des réponses, à savoir les politiques publiques, mais cette fois-ci territorialisées. Et je finirai aussi par dire 2 mots par rapport aux compétences au niveau territorial. Parce que j'ai vu un peu, j'ai suivi un peu cette matinée les différents débats et M. Lansar, bien sûr, a bien expliqué le processus et la culture de la régionalisation et comment elle s'est développée à travers le temps et à travers les 3 rois. Aujourd'hui, on a une opportunité de taille pour que la régionalisation avancée telle que aspirée par Sa Majesté, que Dieu le glorifie, puisse voir le jour rapidement, parce que l'urgence de l'action est de taille, à travers aussi un renforcement de capacité. J'ai aussi animé pas mal dans une ancienne ville, pas mal d'ateliers de concertation pour asseoir la cross-cutting approach, باش كل شيء يكون عارف فين غنمشيو واش غنمشيو في لو ديسالمون au profit de l'utilisation des eaux douces. Donc il y a des croisements à faire, mais le plus important, c'est que les personnes, ressources qui sont derrière l'approche HADI puissent avoir la compétence qu'il faut pour qu'ils puissent en fait sortir avec des réponses adaptées. Et généralement, les personnes ressources qui maîtrisent tout ça sont à l'échelle centrale, ils ne sont pas sur les territoires. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour d'autres...